de vous voir Pauline à Nadine et Jonas à moi. Et en info au conseil, vous annoncer, vous le savez déjà, le décès de M. Jean Effny le 11 juillet et le décès de Mme Jeanne Mosca le 8 août. Est-ce que vous avez des remarques sur le dernier PV? Oui. Tu m'avais dit que je pourrais disposer des budgets 2021, 2022, etc. Pour l'instant, je n'ai pas reçu d'informations. Véronique. Ouais, ok. On avait dit ensemble. Ok. Voilà. D'autres remarques? Voter, pas d'opposition, pas d'abstention. Évidemment, cette remarque, on peut regarder, on l'a dit, on le fera. Merci. On va passer au projet de contrat État-ONF. Mais avant ça, simplement vous dire que la délibération numéro 5 est reportée parce qu'aujourd'hui elle concernait la mise en place de la ligne et de la délimitation entre le propriétaire et nous. En fait, on le reporte parce que pour l'instant, on n'a pas assez d'éléments notariés pour ça. Et demander à Gaëlle si elle veut bien faire secrétaire de séance. Merci. Donc, on va délibérer sur le contrat État-ONF. Denis, pour la partie numéro 2. Oui, monsieur le maire. Donc, le 2 juillet 2021, le nouveau contrat d'objectifs et de performance État-ONF pour les années 2021-2025 a été voté lors du conseil d'administration de l'ONF. Par 15 votes contre 15. Les 15 votes étant les administrateurs de l'État, les 15 contre étant les collectivités, les différentes filières, les syndicats et les personnalités qualifiées. Donc, il a été voté uniquement par la voix prépondérante du président qui est un administrateur de l'État. Ce contrat prévoit une augmentation pour les communes forestières, à hauteur de 7 millions d'euros en 2023 et de 10 millions d'euros en 2024. Et surtout, il prévoit un projet de suppression de 95 équivalents temps plein par an sur les 5 années, c'est-à-dire près de 500 emplois en moins pour la filière du bois en France. Donc, la Fédération nationale, considérant l'engagement et la solidarité sans cesse renouvelée des communes propriétaires de forêts au service de la filière économique de la forêt et du bois en période de crise, notamment sanitaire, l'impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues, les incidences significatives des communes propriétaires de forêts sur l'approvisionnement des entreprises de la filière bois et des emplois induits de ce secteur, les déclarations et garanties de l'État reconnaissant la filière forêt-bois comme un atout majeur pour l'avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre le changement climatique, une forte augmentation des conflits d'usage liés aux changements sociétaux et au déconfinement nécessitant des moyens de surveillance sur le terrain, il est donc proposé que le conseil municipal exige le retrait immédiat de la contribution complémentaire des communes propriétaires de forêt au financement de l'ONF, exige la révision complète du projet de contrat État-ONF 2021-2025, demande que l'État porte une vraie ambition politique pour les forêts françaises. Donc je précise que le précédent contrat 2016-2021, ce qui vient à échéance, avait été voté lors du conseil d'administration par plus des 3 quarts des administrateurs. Donc là, on est dans une situation singulièrement différente puisque seuls les administrateurs d'État, de l'État, les fonctionnaires, ont voté pour tout. Vous avez une question là-dessus? C'est quand même un peu fort que les gens concernés ne soient pas considérés mieux que ça. Comment ce sont les fonctionnaires qui décident des trucs comme ça? Non, c'est les administrateurs. Mais bon, disons que l'ONF aujourd'hui, vous le savez, depuis déjà pas mal d'années, se voit complètement sous-subventionné. Vous voyez bien un peu comment ça se passe déjà chez nous, mais on n'est pas les plus touchés par la filière bois, hein, parce que
On n'a pas d'énormes forêts non plus, mais vous voyez bien les difficultés qu'on a pour aller à chaque fois pleurer 4 sous pour faire une gestion de forêt. Donc c'est à l'image un peu de l'ensemble. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité participer à cette délibération et apporter, comme l'a dit Tony, notre soutien à la partie ONF. Quand tu dis on, c'est qui? On a souhaité. C'est en fait nous ici, l'ensemble des élus, mais aussi tous les maires du coin. L'ensemble des maires vont faire la même chose. C'est une volonté, on va certainement prendre la même à la Comcom, c'est une volonté de toutes les stations, de toutes les communes qui ont un peu de forêt. On est une commune forestière quand même. Oui, ok, je comprends. Après, Et on a un plan d'entretien de notre forêt communale par l'ONF qui a un certain coût. Cette contribution, ce coût va être de plus en plus à terme, puisque l'ONF aura de moins en moins de moyens. Ça pas chez nous, mais ça touche surtout les communes forestières de l'Est de la France. Mais nous, on est quand même, et on est adhérent, la commune d'Yez est adhérente à la Fédération nationale des communes forestières de France. donc, du coup, Donc, en tant qu'adhérent... Je comprends bien, mais là, vous parlez de 7,5 millions, 10 millions, donc c'est quoi finalement la contribution totale des communes? Parce que ça représente c'est quel pourcentage en plus en fait? Ça fait 10% du budget en plus, ça fait quoi en fait, en gros? 7,5 millions sur quoi? Le budget c'est quoi en fait? Alors aujourd'hui, nous, on n'a quasiment pas de participation. D'accord. Puisque c'est donc pour nous, on prend tout en charge. D'accord. Okay. Donc chez nous, ça n'a pas d'impact. Après, certainement que dans des communes, ça a un impact beaucoup plus fort que chez nous. Peut-être que certaines payent déjà un petit peu la gestion de l'ONF. Mais ce qui est certain, c'est que nous, aujourd'hui, on ne paye rien et on ne fait que participer à des propositions que nous fait l'ONF à chaque fois. C'est marginal, hein, le budget qu'on a avec l'ONF, on doit mettre 10 000 euros par an de travaux, mais c'est des travaux quand même de surveillance, de dégagement de semis, d'entretien. On a rajouté, je vous rappelle, toute la forêt qui n'était pas prise en compte pour la faire gérer par l'ONF parce qu'on estime qu'il y a vraiment un suivi nécessaire de notre forêt. Donc, c'est pas nous qui allons faire des exploitations phénoménales, il ne faut pas se voiler la face. D'accord, ok. Donc ça veut dire que pour nous, il n'y aura pas vraiment d'impact en fait. Nous, il n'y aura pas d'impact, il y aura un impact si demain cette loi est mise en place et si on demande aux communes une participation. Okay, d'accord. Quelqu'un, nous, sur les 7,5 millions, on aura une participation qui sera certainement beaucoup plus importante que ce qu'on a aujourd'hui, puisqu'on a une forêt. L'impact est proportionnel à l'intérêt économique de la forêt dans la commune. Évidemment, nous, on a une petite forêt, l'ONF se charge de l'entretien, c'est une forêt qui sert surtout à protéger, une forêt de protection. Mais dans les mais bon, donc l'impact est proportionnel. Mais pour les communes vraiment forestières qui tirent un bénéfice de l'exploitation de leur forêt, l'impact sera beaucoup plus fort. Et en fait, on fait plus ça par solidarité vis-à-vis d'autres communes que ça n'a pas vraiment d'impact en termes financiers pour nous. C'est ça en fait, c'est juste par solidarité qu'on fait ça. Ça a quand même un autre impact au-delà des 7 millions, c'est que je pense que beaucoup d'entre nous ont eu l'occasion de travailler à l'ONF en étant jeunes, et le travail qui se faisait à l'époque était un travail de gestion de forêt, qui fait qu'aujourd'hui la forêt elle était gérée, enfin avant elle était gérée relativement correctement. Aujourd'hui, elle n'est plus gérée du tout. On voit bien que dès qu'il y a un coup de vent, dès qu'il y a un feu, mais surtout même un coup de vent, nos anciens, ils entretenaient la forêt parce que l'ONF était là, ils encourageaient à le faire. Aujourd'hui, dès qu'il y a un coup de vent, il y a plein d'arbres qui se cassent, il y a des chapelets partout, et la forêt, elle est très très vite cassée. Enfin, vous voyez, parce qu'il n'y a pas d'entretien. Donc au-delà du côté financier, il y a aussi le fait de supprimer les emplois et de supprimer les budgets qui sont nécessaires à l'entretien. Parce que dans une forêt, c'est comme tout, hein, les choses s'entretiennent. L'État se retire de tout. Ça, c'est pour les forêts domaniales ou communales, quoi. C'est pas pour les forêts privées. Oui, parce ce qui nous intéresse, nous, c'est domanial communal. Même si, justement, sur la partie qu'on évoquait tout à l'heure, c'est pas une forêt ni domaniale ni communale, puisqu'on a souhaité qu'il y ait un suivi, nous aussi, des essences de nos arbres sur notre partie à nous privée. Mais oui, dans la partie qui nous concerne, nous, c'est la Combe d'Ambrois et puis la domaniale qui va jusqu'à Villars. D'accord, ok. Pas d'autres questions? On peut passer au vote. Les oppositions? Les abstentions? Merci. La deuxième, il s'agit de dénommer une voie
Gilbert. Oui. Et rappeler à l'Assemblée délibérante l'existence d'un chemin non carrossable qui relie le chemin de la Chapelle et la route du Sioux-Poulet qui n'a jamais été dénommé. Les riverains ayant manifesté leur souhait de voir ce chemin porter un nom, il est proposé de le nommer chemin du Biala en référence à l'ancien nom du lieu. Il est proposé au conseil municipal d'essayer que le chemin d'impassable se relie le chemin de la Chapelle à la route du Sioux-Poulet, approximativement matérialisé sur le plan joint, sera dénommé chemin du Biala. En effet, c'était le lieu du Biala, l'histoire. Chemin à l'est du Persillé et entre l'éclose et l'ancienne éclose et l'ancien Ourson. Pas Les d'opposition? paysans sont d'accord. Pas d'opposition? Pas d'abstention? Merci. On va revenir sur une dérive, Yves, sur la SNCE Laval-Aurore. Oui, vous rappelez que le mois dernier, on a délibéré pour autoriser une division de la parcelle communale AB 310 pour un dépôt du permis de construire, donc, afin de permettre la réalisation du projet de l'ancien hôtel de Laval-Aurore, qui est géré par la SNC Aurore. Il est maintenant nécessaire de céder une partie de l'emprise communale divisée sur la partie du domaine communal d'une superficie d'environ 91 mètres carrés. Donc, vous avez vu la dernière fois, c'était un triangle qui se trouve devant le parking de Laval-Aurore. Donc, cette partie-là va être cédée pour un prix de 525 € le mètre carré. C'est ça. Donc voilà, c'est une délibération assez classique dans ce cas-là. Il faudra déclasser pour la reclasser dans la partie. Voilà, il s'agit de tout mettre de l'avant, mais par contre, en même temps, de déclasser et de désaffecter la zone par anticipation. Voilà. Comme on a l'habitude de faire. Ça permet après. Et on rappelle au passage que grâce à cette vente de mètres carrés, on a pu imposer une convention environnementale de 30 ans de pérennisation touristique de l'hébergement. Tu pourras nous la faire parvenir cette convention Ouais, on est toujours dans les autres jours, pas faire, on attend toujours la notaire, les rentes de vacances pour les acter. Ce sera une seule et même convention, mais on va pas passer bien sûr, on la validera même au conseil. Elle concerne tous les bâtiments qui sont justement en convention environnementale. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est plutôt une bonne chose. Une abstention. Ouais. Ok. Une abstention pour moi, s'il vous plaît. Merci. Ok. Donc, la délibération suivante est supprimée. On y reviendra certainement le mois prochain. Et on va parler d'un partenariat avec le FCG. Pour revenir sur la dernière, Ouais. est-ce qu'on a une réponse du propriétaire pour le nettoiement du site? Alors, le propriétaire, ça fait 3 fois qu'on lui demande, et c'est un peu pour ça qu'on a reporté aussi la délibération, parce qu'il n'a toujours pas fait le travail. Donc aujourd'hui, ce qu'on n'a surtout pas, c'est l'attestation notariée de la propriété exacte de la partie des ruines. Mais du coup, on a mêlé les deux, et c'est pour ça qu'on a reporté aussi, parce qu'on a mis en demeure de nettoyer avant qu'on prenne la délibération. Convention FCG, Yves. Oui, donc c'est une convention qu'on renouvelle avec Grenoble FCG. De Grenoble, il s'agit de rugby. C'est un club qu'on a accompagné en division 2, puis après en première division quand ils sont montés. Et donc continue à accompagner en deuxième division. Voilà. On vous a fait passer la convention actualisée dans le courant de la semaine. Cette convention, elle représente un montant d'engagement de 40 000 € pour la station, qui s'articule comme ça, des prestations en nature pour différents stages de préparation physique pour 27 000 € de TTC, c'est une valorisation de nos prestations de salle et puis
et autres, le versement d'une subvention de 12 000 € TTC, et puis des forfaits de ski pour 1 680 € TTC. Et en échange de ça, donc, le FCG nous offre le parrainage de l'espace retrait pour les billets électroniques et l'accès aux fichiers d'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous parce que c'est toutes les entreprises leaders du bassin grenoblois et même un peu plus loin. Le parrainage de la newsletter du club. L'ensemble de ces deux choses fait 24 500 € hors taxe. Et puis aussi un accès au village partenaire qui est valorisé à 10 000 € hors taxe par le FCG. Donc on arrive à un total de prestations du FCG de 34 500 € hors taxe. Donc une fois qu'on a un TTC, ça s'équilibre avec ce qu'on leur donne. Voilà, c'est un partenariat qui fonctionne bien. On avait cette semaine d'ailleurs les jeunes du FCG qui étaient à l'entraînement et qui sont toujours d'ailleurs en stage sur la station. Ok, c'est vrai que c'est intéressant d'être présent là-bas parce qu'on trouve toutes les entreprises, tous les partenaires du FCG sont assez intéressants pour nous, pour les séminaires qu'on peut organiser ici. À noter, nous, c'est des prestations, hein, donc souvent c'est valorisé à titre de prestations, un peu comme eux d'ailleurs, et que du coup, ce n'est pas les coûts exacts que ça nous coûte à la sortie. Vous avez des questions? C'est-à-dire qu'on a déjà utilisé ce fichier alors? On l'utilise assez régulièrement, fichier. Quand on est présent, on l'utilise parce que du coup, dans la salle où se passe l'après-rugby, il y a pas mal de contacts avec tous ces gens. Et puis surtout, quand on a besoin, nous, à la SATA, Anthony Guzman l'utilise pour relancer sur des prestations de forfait ou des opérations comme ça. Ça dépend un petit peu ce qu'on a à faire. Il utilise tous les fichiers qu'on peut récupérer à l'occasion des partenariats, souvent pour des prestations de forfait dans notre mécanique. Et souvent le FCG rajoute des petites choses en plus qui sont quelquefois pas anodines, comme par exemple là, une tribune qui est dénommée tribunal de glace. Donc les gens qui vont dans cette tribune, ça nous fait aussi de la pub en plus. D'autres questions? Des oppositions? Des abstentions? Merci. La dernière délib concerne donc la modalité de concertation préalable sur l'aménagement du secteur des bergers avec la création de l'IGN. Vous savez qu'on a déjà eu l'occasion de faire une première petite concertation au printemps. Là, on est parti sur la mise en compatibilité du PLU par rapport au projet du TN des bergers, avec notamment un petit rappel des superficies qui sont prévues au PLU, donc qui sont d'environ 40 000 m², surface de plancher au total, une placette devant et puis un parking souterrain qui peut aller jusqu'à 400, 450, voire même 500 places. Aujourd'hui, ce serait plutôt un petit peu la demande de rajouter 50 places sur le projet. Donc on met un petit peu de marge. L'idée étant qu'à l'époque, on a mis la zone en 2AU, ce qui veut dire à urbaniser plus tard en fonction d'une modification donc, du PLU. Cette mise en compatibilité-là servira justement de modification de PLU. Là, on en est à la concertation préalable. Ça veut dire qu'on va lancer pendant 2 mois une concertation avec un certain nombre d'informations qui seront données à l'ensemble, avec une réunion publique, avec 2 mois de retour, donc un document de concertation par voie dématérialisée comme on le fait, mais aussi par fréquence. Ensuite, un registre dans un premier temps, sachant que tout ça sera suivi dans un deuxième temps de toute une phase que Nicolas Génie nous a mis en place. Je vais vous donner. Et donc le planning qui suit, avec bien sûr derrière, il y aura un moment, une demande à la préfecture de confirmer que le préfet est bien en phase avec nous pour porter notre dossier, puisque je vous rappelle que c'est un dossier qui n'est pas porté aujourd'hui par le SCOT, mais qui sera porté par la préfecture et nous à part.
Donc dans le planning prévisionnel de la préfecture, de la procédure, pardon, il y avait lancement de la procédure, donc c'était le 17 mars 2001. Où là, on a fait une phase de discussion et d'échange préalable de mars à août. Là, on est en août. On part sur le lancement de la concertation préalable avec le public, une durée de concertation de 2 mois jusqu'en octobre. En octobre, d'ici là, on aura réalisé une évaluation environnementale, plus une demande d'avis de la MRAE. Je rappelle, c'est l'autorité environnementale sur l'évaluation environnementale. Donc, on aura un retour à peu près en octobre-novembre. Ce qui nous amènera derrière à faire une demande à la préfecture de novembre-décembre au préfet pour confirmer la demande d'autorisation du PM et le fait que lui, il veut bien porter le dossier qu'on aura finalisé à peu près à ce moment-là. C'est quel préfet? Le préfet d'Isère. Derrière, en janvier, février, mars, il y aura une enquête publique qui va durer bien sûr 30 jours avec un commissaire enquêteur qui sera désigné. Restera donc en avril le fait que l'autorisation sera portée par le préfet pour aller justement porter notre dossier auprès de la commission UTM qui devrait nous amener à une autorisation définitive à peu près dans l'été prochain. Donc tout ça est assez phasé. Avec donc le contenu qui était prévu au départ, donc 40 000 m². Aujourd'hui, on sait, pour en avoir déjà un peu changé avec pas mal d'entre vous, que le centre commercial est à un point d'hésitation, on va dire, entre le fait de construire les 8 000 m² qu'on a mis pour eux dans le cadre des 40 000 m² prévus au total. Donc il y avait 32 000 pour Vinci, qui a fait l'objet de la vente de la commune du terrain concerné par Vinci, et 8 000 par le centre commercial. Aujourd'hui, cette concertation-là servira aussi un peu de sujet pour les commerçants, pour qu'ils puissent se positionner sur soit la construction au-dessus des 8 000 m² prévus, soit éventuellement sur une grosse rénovation. Pourquoi c'est difficile pour eux? Parce que, ma foi, une rénovation complète peut se faire sans perte d'exploitation, alors que raser le centre et recommencer à construire au-dessus est un sujet qui pose problème vis-à-vis des pertes d'exploitation, notamment d'un hiver, puisque il y aura automatiquement un hiver sans commerce, ce qui est un problème pour eux, mais qui est aussi un problème pour nous vis-à-vis de la clientèle. Donc voilà, les commerçants du centre commercial sont bien conscients qu'aujourd'hui il faut faire quelque chose, il faut justement avancer. Et donc, cette concertation leur permettra aussi de se positionner un petit peu mieux. La placette qui est devant, elle restera du coup certainement sans construction en dessous, puisqu'à un moment, on avait évoqué le fait de construire des parkings sous la placette. Non, ce sera la partie d'Annecy, la partie du centre commercial et peut-être rien au-dessus de la placette. Et en ce qui concerne les commerces que Vinci pourrait éventuellement faire, on s'est engagé, vous le rappelez, dans une convention qu'on a votée avec les commerçants du centre commercial, à de faire des commerces qu'en accord avec eux. Donc ça veut dire que, à la fois, de la concertation aussi, on saura s'ils souhaitent faire quelques commerces du côté de chez Vinci ou pas. Voilà. Donc sinon, dans l'ensemble, il est rappelé dans la délibération que un petit mot sur la partie de l'eau, les capacités d'alimentation en eau bien nature a été étudiée dans le cadre de la DUP sur l'eau et dans le cadre de notre PLU, puisqu'on avait fait une DUP complète. On a aussi traité les problèmes bien sûr des déchets, ça on sait. Du stationnement en prévoyant 500 places de parking souterrain, alors qu'aujourd'hui on peut penser que dans les 350 à 400 lorsqu'il y a un peu de neige sur les parkings. Et puis, du coup, ça nous amènera à faire au printemps prochain, nous, à finir la canalisation du ruisseau du Riffnel en souterrain sous la place, donc devant le centre commercial, sous la place des Bergers, pour arriver à finir la canalisation qu'on a, je vous rappelle, intégralement refait, y compris même déjà la suppression de certains câbles ou tuyaux qu'il pouvait y avoir au-dessous du parking des Bergers qui servira à la construction de Vinci. Voilà un petit peu.
Donc ça nous donnera une petite idée, déjà après ces 2 mois, de la vie de l'ensemble, de la vie des commerçants, et on pourra avancer, tout en continuant à monter le dossier avec donc, nos AMO en charperie, Charline, monter également. Est-ce que vous avez des questions? Vite un planning, c'est ça? Comment? Ça paraît planning, là? Le planning, oui. Et On fait une copie, si tu veux. comment? On fait une copie, c'est Ouais, pas bien. une prévisionnelle. Et moi j'ai juste une question. On a le. Il y a le projet là des services communaux et puis de la SATA là. Dépassement des garages. Pourquoi ça fait partie du même UTN finalement? Parce qu'on sait que ça fait Parce partie que du aussi. l'UTN est basé sur uniquement le projet global qui dépasse 12 000 m². De l'autre côté, on est sur un projet qui est en dessous de 12 000. Ouais, il fait combien? Il fait 11 900, quoi, comme ça. On peut aller de 10 000 à 11 000, jusqu'à 12 000. C'est pas des touristes, c'est des garages. Si. Non, mais Si, ça va être des touristiques. Ah, les anciens. Ah ouais, non, on parle des anciens. Non, non, c'est 2 projets séparés. D'ailleurs, dans le PLU, pour l'instant, on n'avait parlé que de Vinci parce que c'est des constructions d'unités touristiques nouvelles. Nous, les garages, par contre, c'est de la rénovation. Mais malgré tout, si on dépassait les 12 000, on devrait passer aussi en UTN. Sur tout projet de plus de 12 000, c'est automatiquement une UTN. Et donc pourquoi on peut faire. Donc je répète pourquoi on peut faire tout global, un UTN global là-dessus. Parce que c'est pas la peine, on a déjà. Il n'y a pas besoin d'UTN à l'autre. On n'a pas besoin d'UTN de l'autre côté, on n'a pas besoin de relier tous les autres projets. Tu vois. Aujourd'hui, on est autonome sur Vinci, qui est un gros morceau sur lequel il y a un travail à faire avec les commerces. À côté, sur les garages, d'abord, c'est venu un peu après, c'est venu différemment. Et surtout, c'est pas nécessaire d'avoir une UTN sur les garages. Sachant que l'UTN en dits commerciaux, très sincèrement, enfin, bon, je dis toujours un peu les mêmes choses, mais je pense que pour nous, il serait urgent que les UTN ne soient valables que pour du lit froid. Le lit chaud, ça devrait presque être l'impératif de toutes les stations. Mais bon, c'est des discussions qui doivent aujourd'hui sortir de l'association des maires pour arriver justement à cerner un peu mieux les destinations des lits. Parce qu'aujourd'hui, dans les stations, franchement, faire une UTN pour du lit commercial, c'est un peu se répéter parce qu'on ne devrait faire que du lit commercial en station. Il y a assez de rénovations qui permettent d'apporter du lit tiède ou du lit froid. Est-ce qu'il y a d'autres remarques là-dessus? Non? On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Une. Merci. Dans les infos au conseil, vous dire ce que qu'on a adopté les arrêtés suivants. Un arrêté qui a numéroté AG 2021-089, parce que le détail, qui réglemente l'occupation de domaine public place Maurice Ringon pour la société Bâtipierre, fixant une redevance de 33 €, 11 m² pour 9 jours. Un arrêté adoptant un nouveau tarif de location de l'appartement réservé 006 à compter du 1er septembre 2021. Un arrêté réglementant l'occupation de domaine public avenue des Jeux, rue pour le chantier de Yves Jean pour la société Alpes Bâti Comptoir, fixant une redevance de 315 €, 25 m² pour 42 jours. Et puis d'annoncer le renouvellement de la mise à disposition du Golf Compact 9 pour l'association Club de l'Alpe d'Huez jusqu'au 30 septembre 2025. C'est pas la mise à disposition du Golf Compact, hein, c'est l'association et la commune qui ont un contrat permettant de commercialiser la licence avec un package qui donne accès aux membres du club à un accès au parcours pour la saison. Voilà, ce qui permet d'avoir beaucoup d'adhérents et une centaine de licenciés au club de golf. Après, c'est toujours la mairie qui le gère. Et puis, je voulais juste vous donner en fin de réunion une petite info. Donc, vous avez vu qu'au virage 2, le terrain qui appartenait à la Seine-Rosa a été vendu à la Safilaf qui a mis un panneau au virage 2. Il faut noter que ce panneau, aujourd'hui, même s'il est marqué Safilaf dessus, il a un autre partenaire qui s'appelle SDH, qui en fait et assurera le caractère social de la zone.
Cette zone, je vous rappelle, était prévue déjà à l'époque en poste en zone en partie sociale. Bien sûr que c'est maintenu dans le PLU. Actuellement, j'en profite, et pour ça que je voulais aujourd'hui vous dire, pour dire que si vous avez connaissance de jeunes couples qui souhaitent s'installer et vraiment avoir un accès à un logement permanent, eh bien, il faut qu'ils se mettent sur la liste d'attente de cette société, puisque nous allons travailler avec eux sur l'accès à la propriété pour les 58 logements. C'est pas la commune qui décidera, mais en fait, comme il y a une partie sociale et une partie, on va dire, plein tarif que la SACILAF pourrait revendre, eh bien, nous, on s'intéresse au sujet pour que sur les 58 logements, il y en ait un maximum qui soit dédié à de l'habitat permanent. Je rappelle que ce sera un peu le même cas sur le site de l'Écosse Ouest. Donc tous les jeunes que vous connaissez qui ont envie de s'installer et d'avoir un tarif concurrentiel peuvent contacter la SACILAF et se mettre sur la liste donc, des personnes intéressées. Non, parce que, ouais, c'est vrai que leur panneau il n'est pas clair, hein. Franchement. Il est loin d'être clair. Donc on a l'impression que c'est encore une raison de tourisme en fait. Exactement, c'est pour ça que je précise, parce que c'est la remarque que je leur ai faite quand je les ai appelés pour leur dire. Et donc on s'est donné rendez-vous début septembre pour justement regarder les propositions et faire en sorte qu'au lieu d'avoir du plein tarif et du social, il y a un tarif accessible qui soit un tarif un peu au milieu de gamme. Donc ça veut dire qu'il y en aura une partie qui sera au plein tarif, Aujourd'hui, une partie qui tu sera... as une partie sociale et une partie plein tarif. Donc ça voudrait dire que tu peux vendre des apparts à 2200 € le mètre du social et à 7500 pour la partie plein tarif. Et or, c'est pas ce que nous on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il puisse y avoir presque tous les appartements à un tarif peut-être intermédiaire qui reste à définir, mais qui soit accessible aux gens qui veulent ici s'installer de façon permanente. Le but étant de créer du permanent et non pas du lit résident secondaire ou même du plein tarif. C'est pas dans notre intérêt. Et c'était l'objectif quand même de ce terrain au départ. C'est pour ça qu'il était la propriété de la Seine. Ouais, c'est quand même bizarre parce que tu en aurais certains qui achèteraient le même bien à 7500 et d'autres qui l'achèteraient à 2000. C'est ça, c'est ça. Après, ça dépend du budget. C'est ce qui se passe à Grenoble sur les sociales. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut trouver, et je dis bien que ce n'est pas la SACILAF qui commercialise, c'est SACILAF plus SDF. Tu voulais annoncer quelque chose, Denis, par rapport à ça? Oui, vous êtes tous invités à la représentation de la nouvelle création de la troupe de théâtre de l'Est d'Huez, qui aura lieu dimanche et lundi, après un long parcours, puisque la création était prévue en février 2020. Donc il y avait beaucoup de difficultés dans les répétitions avec la crise sanitaire, mais je vous invite, ça va être un beau spectacle, fait par des habitants de l'Alpe d'Huez, et de Villars-Recula et de Villars-Notre-Dame. 20h. À 20h, et c'est où? À 21h. Non, 20h. 20h, salle de Broca. Ce sera dans la salle de cinéma. C'est donc dimanche et lundi. Voilà. Dimanche et lundi. Je laisse. Non, samedi et dimanche. Je te laisse un flyer dans Non, ta dimanche et banane. lundi. Dimanche et lundi. D'accord, merci. Je passerai. Ok. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, la séance est levée. Vous avez la première, la générale. Non, il n'y aura pas de général. La générale, c'est dimanche. La pièce sera filmée.